God, please don't do this to me. I love him. Merci à Maëlys, évidemment, de s'être déplacée. Alors, vous avez peut-être lu les précédents de Maëlys de Kerangal, on va s'attaquer tout de suite au vif du sujet. Là, on va parler de ce livre-là, du trompe-l'œil, de l'art du trompe-l'œil. Alors, pourquoi cette envie d'un coup de parler de ce sujet? Direct. Alors, j'ai eu envie, d'abord, c'est un livre qui est venu du désir que j'ai eu d'atteindre la préhistoire. Au départ, mon projet, c'était d'écrire un livre dont le motif central, radiant, serait la préhistoire, qui a un temps qui me fascine pour plein de raisons, et notamment parce que c'est le temps d'avant l'écriture, notamment. Et puis, je l'ai commencé, notamment autour de Lascaux, j'ai commencé à travailler un peu autour de Lascaux, de l'invention de Lascaux, avec laquelle j'ai un lien un peu intime, un peu familial, un peu légendaire, des choses qu'on raconte dans les familles et tout. Et puis, il s'est passé des choses dans ma vie, j'ai tout arrêté, et quand j'ai recommencé à écrire quelques mois après, j'ai écrit Réparer les vivants. Et en fait, donc, une fois que Réparer les vivants, qui était une affaire assez importante dans ma vie, voilà, il y a eu une accalmie, et je me suis de nouveau remise à ce projet sur la préhistoire. Et à l'époque, c'était en 2016, il y avait la livraison la préparation de ce facsimilé de la grotte de Lascaux, et je me suis dit que ça serait un bon moyen d'atteindre la préhistoire, de passer par le facsimilé en fait. Et j'ai immédiatement vu, sans penser que ça allait m'emmener aussi loin, qu'entre un facsimilé qui est une forme de faux qui peut donc livrer des vérités et le roman, il y avait quelque chose il y avait comme une parenté en fait entre ces deux choses-là. Et je suis allée à Lascaux, je suis aussi allée... Alors j'étais allée à Chauvet 1 an avant parce que je sentais déjà que j'avais pas encore le temps de me remettre à écrire, mais je voulais voir le chantier du facsimilé de Chauvet. Et en fait, ce que je voyais sur ces facsimilés, c'était des peintres, hein. C'était des sculpteurs, c'était des peintres, c'était des scénographes, c'était des artistes qui travaillaient en collusion évidemment avec des scientifiques, c'est-à-dire le monde de l'art et le monde de la science ensemble dans un même lieu, ce qui faisait de ces chantiers de facsimilés des lieux assez impressionnants et des lieux extrêmement fascinants, parce que voilà, les ingénieurs, les archéologues, les préhistoriens avec leur rigueur, notamment tout en termes de datation, les archéologues aussi, enfin, c'est vraiment des personnes qui avaient un regard sur la cavité très précis, très daté, très scientifique, et puis il y avait ces artistes qui étaient là, il y avait pas mal de filles qui peignaient, je m'en souviens, et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais alors peut-être que pour arriver à la préhistoire, ça pourrait être... je pensais que voilà, pourrait y avoir une figure de fille peintre comme ça qui pourrait me permettre d'atteindre ce temps et d'atteindre cette grotte. Et après, je me suis dit, mais alors comment est-ce qu'on devient quand même une peintre et comment est-ce qu'on se retrouve là? Et là, le livre commence. Et c'est vrai que je me suis trouvée à aborder donc la question de la peinture par le biais de cette pratique plus mineure, enfin plus dépréciée aussi, qui est celle de la peinture en décor, qu'on pourrait aussi appeler la peinture de trompe-l'œil. Et évidemment que immédiatement le livre a fait une grande embardée, et cette question de l'art, elle est devenue vraiment très importante, et de fait c'était très cohérent avec
Lascaux, puisque finalement ce qu'on fait dans le livre, c'est qu'on part de la formation d'une jeune peintre en décor qui pratique beaucoup l'imitation d'abord, qui apprend à imiter techniquement, à copier, etc. Les marbres, les bois, les écailles de tortue, etc. Et puis on va la suivre jusqu'à ce qu'elle remonte. On va remonter le cours des imitations et on va arriver à la naissance de l'image originale, c'est-à-dire à Lascaux. Et en fait, cette trajectoire-là, elle a fait aussi de l'art la question centrale du livre. Mais pour moi, il était aussi très intéressant d'aborder cette question un peu énorme par le biais d'une peintre en décor, parce que c'était immédiatement les matières, les gestes, la technique, c'est-à-dire une façon d'aborder ce thème, mais complètement délestée de toute la mythologie, des génies, du moi créateur et de tous ces trucs-là. Et là, on était un peu dans les pigments, les pinceaux, les couleurs. Et je trouvais ça beaucoup plus concret et j'ai été aussi émerveillée. Et du coup, je me disais quand j'écrivais, mais est-ce que je vais arriver à Lascaux? Parce que je trouvais que ça prenait des proportions, cette histoire d'apprentissage à Bruxelles, ça prenait des proportions énormes. Et puis après, elle fait ses chantiers, etc. Elle arrive en Italie. Et oui, à la fin, voilà, par le biais de la copie, c'est exactement le sens, le chemin inversé de l'œuvre originale qui est copiée, reproduite, etc., techniquement. Etc. Mais là, c'est plutôt justement par le biais de l'imitation, de certaines techniques de copie, de trompe-l'œil, qu'on arrive à atteindre ce lieu fondamental et bouleversant qui est ce lieu de la naissance de l'image qui est Lascaux. Alors, est-ce que c'est la finalité de Paula aussi, Lascaux 4? En fait, Paula, au départ, elle arrive là, elle prend la place de Jonas, qui est un garçon avec qui elle cohabite à Bruxelles. Donc, au début la première partie du livre, c'est l'apprentissage de Paula dans cette école de la rue du Métal à Bruxelles. Et comme souvent autour de ces écoles, il y a des appartements où les étudiants se mettent en colocation sans se connaître. Vous voyez, c'est un peu pratique pour trouver des logements. Elle se trouve avec ce garçon qui est très doué, qui est très fort, qui va être un peu comme un initiateur aussi. Il va lui donner aussi quelques clés, il est beaucoup plus doué qu'elle. Et puis, durant tout le livre, il est présent, mais un petit peu en hors-champ, notamment dans la deuxième partie du livre, où en fait ils sont en contact via Skype ou via Facebook, etc. Mais lui, il a une carrière magnifique et elle a une carrière pas il est souvent l'élément déclencheur. Mais il est souvent l'élément déclencheur. Et là, il lui dit, écoute, moi, je peux pas aller je peux pas aller sur ce chantier de Lascaux 4, mais vas-y, c'est pour toi. Tu dois y aller. Et elle rentre de Moscou, elle se dit, bon, je me serais bien posée un peu. Et en fait, ils lui disent, parce que tu vas avoir l'occasion d'être préhistorique, c'est-à-dire effectivement de revenir un peu au temps du mythe, au temps où tout commence, un peu ce temps de la naissance, de la pensée symbolique, de l'art, de l'image, et du coup c'est aussi pour ça qu'elle y va. Mais au départ, on ne peut pas dire qu'elle est programmée pour ça. D'autant plus que la préhistoire, c'est pas un temps ni une période qui est si... c'est fascinant, mais c'est mal connu. À un moment, je raconte un peu comment se passaient les visites à Lascaux un peu avant, entre 48 et 63. Bon, on est heureux d'aller voir, mais bon, c'est le monde obscur, le monde des cavités, il y a beaucoup d'idées fausses, on ne consent pas forcément à être les descendants de ceux qui vivaient dans les abris sous roches, etc. Donc c'est pas un monde qui se donne facilement et qui est aimable. Voilà, c'est pas la Renaissance, on n'a pas ouvert les fenêtres pour faire rentrer la lumière, c'est pas non plus l'Antiquité avec les temples magnifiques. La préhistoire, c'est un temps aussi plus compliqué. Pour toutes ces raisons, je dirais qu'elle n'était pas programmée, mais que Jonas, en fait, il joue ce rôle d'initiateur, de déclencheur. C'est lui qui souvent la met sur la voie, en fait. Et pour autant, très vite, elle se rend compte qu'elle va réaliser le facsimilé ultime. C'est vous-même qui le... Vous lui faites dire que c'est l'apogée de sa carrière, qu'elle ne peut pas aller plus loin.
Alors je pense que c'est le facsimilé ultime parce que mon hypothèse c'était de me demander si, refaisant les gestes de la préhistoire, des peintres du Paléolithique, reproduisant ces fresques avec des pigments qui étaient ceux que des archéologues avaient mis au point après avoir trouvé le manganèse et tous les pigments au sol, et puis avec justement des roches qui avaient une roche dont le décor minéral, toute la paroi minérale était exactement la même que celle de la cavité. Est-ce que dans ces conditions-là, et dans les conditions aussi dans lesquelles travaillaient les ateliers, les artistes dans les ateliers de Montignac, c'est-à-dire par une température de 13 à 14 degrés, dans une luminosité... vous voyez, alors c'était pas les lampes à graisse hein, quand je suis allée voir, mais ils ne travaillaient pas en grande lumière, vous voyez, c'était quand même des espaces assez sombres. Et moi-même, quand j'ai été les visiter, ces ateliers, je trouvais qu'il y avait des effets de cavité, c'était sombre, et puis il y avait les projecteurs sur les parois, l'image en 3D, qui était, voilà, la photo qui était projetée sur les parois. C'était, si vous voulez, est-ce que quand elle est dans ces mêmes conditions, est-ce que en refaisant les gestes, surtout, elle arrive à faire revenir en elle ce qui pourrait être le premier geste, quelque chose qui la mettrait justement dans les pas des peintres du Paléolithique. C'était l'hypothèse, c'était de me dire est-ce qu'on peut être contemporain de la préhistoire, est-ce que on peut établir un lien si proche entre la fresque sur rupestre et puis soi, est-ce que le lien peut être si fort? Justement, est-ce que la peinture peut autoriser ce lien si fort? Est-ce qu'elle peut devenir contemporaine des peintres du Paléolithique en reproduisant ces fresques? Voilà, et je trouvais que c'était une belle idée par rapport justement à quelqu'un qui avait travaillé l'imitation et qui remontait, voilà, tout au cours du livre, on remonte le cours de l'imitation, le cours du facsimilé. Est-ce que la ville de Montignac n'aide pas non plus Paula dans son parcours? Un petit retour aux valeurs premières. Elle vit, sans trop vous en dire, hein, elle vit des événements pas forcément très drôles, elle vit plutôt dans une très grande ville. Ouais. Montignac semble lui plaire aussi. Il n'y a pas que les grottes de Lascaux en l'occurrence. Ouais, alors quand elle arrive à Montignac, d'abord elle arrive quasiment de Moscou, mais elle a fait, elle a passé quelques temps, et puis elle arrive aussi après 5 années où elle a beaucoup pérégriné en fait. Ce qu'elle aime à Montignac, c'est aussi que tout lui semble éclairci. Hein. Elle trouve une maison devant où elle peut voir la colline, elle se balade à vélo, il y a quelque chose de calme et où tout est éclairci. Et en fait, c'est un lieu où elle se concentre énormément. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que cette ville, elle sort du fracas, du tumulte, notamment de la confusion qu'elle ressent par exemple quand elle visite, et quand elle va travailler à Cinecittà. Il y a un moment, elle est prise dans ces histoires de fausses ruines, de vraies ruines, de fausses ruines, de vraies ruines. Il y a Rome ruinée à Rome, et puis 4 stations de métro après, il y a Rome debout en studio où on tourne des séries. C'est un peu des mondes gigognes, et il y a à Montignac tout s'éclaircit, hein, il y a quelque chose d'assez limpide, et puis c'est aussi dans ce lieu-là qu'elle va finalement, que va advenir l'amour qu'elle éprouve pour Jonas, enfin que ces deux êtres qui sont très proches pendant tout le livre, qui ont vécu ensemble, qui se sont initiés ensemble, qui se sont formés ensemble, qui ont appris ensemble, qui ont changé ensemble, et puis qui se sont séparés pendant 5 ans tout en restant en contact. Et elle, dans cette distance-là, elle arrive à un moment à nommer son amour pour lui. Elle va nager dans la mer, elle dit « je t'aime, Jonas ». Mais en même temps, il est un peu loin. En fait, à Montignac, quelque chose aussi peut advenir entre eux, parce qu'ils se retrouvent un petit peu aussi dans un lieu d'invention. Ils découvrent ensemble ce qui existait. C'est pour ça qu'ils sont comme des inventeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent au jour simplement ce qui a toujours existé entre eux.
et cet amour très souterrain, je dis souvent très karstique, elle s'appelle Paula Karst, comme une rivière souterraine qui est, voilà, dont on a, on a la sensation d'un flux qui vous parcourt, mais on n'arrive pas forcément à nommer cet amour ni à en avoir la pleine conscience. Et c'est vrai que quand elle arrive à Montignac, il y a quelque chose aussi d'assez éclairci qui la tient, je trouve. Moi, pendant toute la lecture du roman, je me suis posé une question en permanence. J'ai la chance d'avoir quelques artistes autour de moi qui ont souvent ce poncif-là, qui est de dire que dans l'art, on met beaucoup de soi. Et je me suis posé la question en permanence, mais comment fait-on pour mettre du soi quand il s'agit de faire des facsimilés et du trompe-l'œil? Est-ce que la perte de repère de Paula ne vient pas justement du fait de répéter en permanence les œuvres des autres? Non, je crois pas. Je crois que Paula, justement, c'est presque sa force à l'inverse. Je pense que, précisément, d'abord, effectivement, on met de soi dans son travail, mais Paula, quand elle imite un faux marbre, enfin quand elle imite un marbre, c'est le sien, elle le recrée d'une certaine manière. Et c'est une école, l'école de Bruxelles, où on dit il y a imiter, copier, c'est interpréter. C'est-à-dire que moi, mon hypothèse aussi, c'était que la copie, alors après, ce ne sont pas réellement des copistes, hein, ce sont des artistes qui font de l'imitation, qui travaillent aussi sur de la décor. Ils sont des créateurs, mais ils maîtrisent parfaitement l'art du faux, et qui les amène à savoir reproduire exactement certaines matières, et donc à avoir travaillé l'imitation de ces matières, et donc les avoir copiées. Et mon hypothèse, c'était aussi que ce travail-là impliquait de l'appropriation, de l'incorporation, de la subjectivation. C'est-à-dire copier, c'est pas justement un travail de surface, c'est être traversé. Et de fait, Paula, c'est moins elle qui se déverse dans ses œuvres, mais plutôt elle qui est traversée par les œuvres qu'elle peint. Et ça, c'est une position aussi que j'aime, dans la mesure où je trouve que l'art n'a pas à être uniquement la caisse de résonance d'une psyché, d'une intériorité, mais elle est aussi le lieu d'une rencontre, en fait, plutôt. Et c'est vrai que Paula, elle est presque plus, je trouve, elle est modifiée parce qu'elle est traversée par ce qu'elle peint. Ça, je trouvais ça assez fort. Moi, j'ai voulu aussi exaucer toute cette pratique, parfois un peu méprisée, du trompe-l'œil, de la copie, de l'imitation, etc. Parce que pour moi, c'était aussi montrer que dans ces pratiques-là, il y avait de l'influence, c'est-à-dire on était poreux au monde, on arrivait à accueillir le monde, à le recevoir et à en faire ensuite quelque chose en soi. D'ailleurs, dans le livre, il y a la personne qui est la directrice de l'Institut de peinture de Bruxelles. C'est une femme extrêmement dure qui enseigne la peinture sur un mode extrêmement académique, canonique. C'est comme ça et pas autrement. Il y a une idée d'une règle. Le veinage d'un Carrare, c'est comme ça. La maille de chêne, elle leur apprend les gestes, elle leur montre. Elle-même, elle se donne comme modèle. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut qu'ils fassent comme elle le fait, elle. Et pourtant, quand ils ont tous, ils sont une quinzaine dans cette quand ils ont tous copié le même morceau de marbre, elle les affiche au mur, et elle sait dire, alors ça c'est bidule, ça c'est machin, et parce que en fait, elle sait qu'il y a toujours de la subjectivation, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas, l'imitation, en fait. Et après, il y a évidemment elle reprend aussi à son compte tout ce qui est le fait d'instaurer dans cet atelier de la rue du Métal quelque chose qui ressemblerait aux ateliers de la Renaissance, en termes de on se regarde tous peindre, il y a une espèce de fluidité créatrice, on s'influence, on regarde les autres, on reproduit. Et pour moi, par exemple, écrivain, parce qu'il y a aussi évidemment quelque chose qui se tisse dans le livre, un peu, enfin, qui est hors champ, en fait, hein, qui est pas dans le livre quand on le lit, mais qui pour moi comptait quand j'écrivais. Mais c'est comme quand un auteur lit. Quand un auteur lit, ben,
il est sous influence. L'authenticité, l'identité, l'originalité, etc. Tout ça, pour moi, ne me parle pas tellement. De fait, les livres, ils viennent pas de nulle part. On les écrit parce qu'on a lu, parce que parfois on est un creuset où viennent se tisser, se nouer des tas de livres que l'on a aimés et que l'on a incorporés. Et c'est ça qui vous aide aussi beaucoup à vous déployer comme créateur. Enfin, pour moi, ça c'est assez fort en ce qui concerne Paula. Pour cette raison-là, je pense qu'elle donne parfois l'impression de ne pas avoir de repères aussi, parce qu'elle a ce strabisme, parce qu'elle est... Et puis c'est pas quelqu'un de très sûr d'elle, mais pour autant, il y a quelque chose dont elle est convaincue, c'est qu'il se passe quelque chose en elle notamment quand elle reproduit ces matières. Elle peut se dire tout est vivant. Elle a le sentiment qu'elle n'est pas du tout dans quelque chose d'une reproduction un peu voilà, de surface, enfin quelque chose qui serait uniquement de la technique. De fait, la technique autorise aussi l'émotion. Et justement, alors ça c'est Paula. Et vous, parce que alors, moi j'ai toujours été frappé par l'ensemble de vos ouvrages, par votre connaissance de chacun des sujets. Et parfois des sujets extrêmement variés en l'occurrence. J'étais convaincu que vous aviez fait 10 ans d'études en écrivant Réparer les vivants. Oui. Ouais, mais... Et alors là, votre lien avec l'art? Mais pas plus qu'avec les ponts et avec les transplantations cardiaques. Hein, non, mais vraiment. Moi, mon lien, en fait, il est avec le langage. C'est ça mon lien. Mon terrain, mon territoire, ma matière, c'est la langue. C'est avec... Là, maintenant, je pense que j'ai une intimité. En tout cas, je creuse. C'est mon travail de creuser une forme d'intimité avec le langage. Et ça, c'est ce qui m'occupe. Mais sinon, ces sujets, je ne les connais pas. D'ailleurs... en fait, ce qui se passe, c'est que je vois bien, par ailleurs, c'est assez marrant parce que bon, il y a une naissance d'un pont, et puis après, quand j'écrirai par les vivants, j'ai dit à mon éditeur, tu verras, ça n'a rien à voir, c'est pas des livres très très différents, tu vas pas du tout me reconnaître, ça va être tellement incroyable. Bon. En fait, c'est aussi des histoires collectives où quelque chose s'accomplit dans un temps donné, 1 an, 24 heures, on va construire, des livres de trajectoire et tout. Et là, évidemment, je lui ai dit, alors là, c'est très très différent. Justement, je veux pas faire un truc comme Réparer les vivants, surtout pas, on va pas refaire le même. Et je trouve, alors, c'est assez différent parce qu'on éclaire quand même plus un personnage, il y a moins l'aspect choral. Là, c'est vraiment Paula, elle est vraiment devant, et c'est elle que j'essaye de rendre vivante pour moi-même, pour le lecteur, pour le texte. Mais elle est entourée, mais c'est elle qu'on éclaire quand même. Hein. J'ai l'impression d'avoir plus regardé un personnage. Mais malgré tout, c'est la même démarche, c'est-à-dire toujours le fait de me présenter devant des mondes qui sont des mondes sociaux, professionnels, des mondes culturels aussi, sur lesquels j'ai pas de prise... je veux pas dire que je suis nulle, mais j'ai pas de prise, en tout cas de spécialiste, pas du tout. J'ai une culture assez lambda dans ces zones-là, alors pour le coup en médecine pas du tout. Et là, j'avais assez peu de billes. Et en fait, je pense que pour moi, ça a été un cycle, ces 3 romans. Je ne sais pas s'il y en aura un 4e, mais j'en parle un peu comme un cycle des initiations. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois, pour moi, ça a été des textes initiatiques, c'est-à-dire une façon dont le roman peut créer, apporter de la connaissance. Et ça, c'est un truc qui me fascine, franchement, parce que bon, c'est des formes de fiction, c'est des histoires inventées, qu'il puisse y avoir une connaissance, et même par exemple une connaissance scientifique, hein, comme dans Réparer les vivants, qui est maintenant un livre qui circule plutôt dans les milieux des soignants, etc. C'est un livre qui est surtout assez vivant dans ces mondes-là.
pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de la fiction, et c'est aussi de permettre d'accéder à une certaine connaissance. Et moi, je pense que j'ai lu aussi des romans pour connaître le monde quand j'avais 13 ans. Et en fait, je me souviens très bien, ces premières lectures, je voyais bien que je lisais vraiment de manière assez frénétique, parce que je voyais bien que j'avais accès à tout ce à quoi ma vie ne me donnait pas accès. Et par exemple, je dirais même à l'amour, à 13 ans, voilà, on lit, je ne sais pas, il y a certains romans que l'on quand on les ouvre et quand on les lit, tout d'un coup, il y a une question de connaissance, et c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que ce que je demande au roman, en tout cas ce que j'ai le sentiment de demander dans ces 3 livres, et surtout dans le dernier, c'est une initiation très forte à un monde inconnu qui me permet quand même de rejouer une forme d'autoportrait, parce que j'ai quand même bien conscience que ces 3 livres, c'est un peu des autoportraits de biais obliques, etc., mais que c'est par le passage par autre chose que moi j'arrive à apparaître dans le livre. Je ne passe pas par une forme d'auto-récit ou d'autobiographie, etc. Je passe par une forme qui est la visite, le fait de visiter et de m'approprier, peut-être aussi de m'immerger dans un monde que je ne connais pas, et c'est parce que je ne le connais pas aussi que j'ai cette forme d'excitation, ce désir d'en écrire. Je pense que les ponts, je me suis dit, j'étais archi nulle et tout, je voyais bien que... Mais je me disais, je peux raconter ça. Et ça impliquait aussi que j'apprenne des choses, et que j'ai des démarches qui sont aussi documentaires, que j'aille chercher des gens qui pourraient me raconter des choses, des espèces de fixeurs comme ont les journalistes qui vont sur des terrains, parfois des terrains, voilà, pour réparer les vivants. Il y a eu une personne avec qui j'ai pas mal parlé, et puis j'ai aussi été voir une opération à l'hôpital, et puis vous voyez, et là c'est vrai que... Donc là pour la découverte de la grotte de Lascaux, par exemple. Ouais, je connaissais... D'abord, pour Paula à Bruxelles, je connaissais cette école, puisqu'en fait, il se trouve que j'avais 2 amis qui avaient été dans cette école. Donc quand je me suis dit, mais en fait, elle a probablement fait une école comme cette école-là, etc. Et j'y suis retournée, enfin j'y suis même entrée pour la première fois à l'occasion de ce livre, parce que quand mes amis faisaient cette école, j'étais pas rentrée dedans, j'attendais dans la rue du Métal. Mais bon... c'est les lieux du livre, je les connais, à part la carrière, je connais tous les lieux, pardon. C'est-à-dire que j'y ai été, et comme je savais que j'écrivais ce livre-là, je demandais, par exemple, j'étais à Moscou, j'ai demandé à aller à Mosfilm, hop, le tournage d'Anna Karénine, et puis à Cinecittà, j'y suis allée aussi, et puis les livres Turin, le musée d'archéologie, Bruxelles, c'est évidemment Montignac, c'est des lieux. Pour moi, c'est important d'aller sur les lieux, mais j'ai aussi essayé de rencontrer un peintre, un artiste qui avait travaillé sur les facsimilés de Chauvet et de Lascaux. D'ailleurs, c'était le même. C'était la même personne qui avait travaillé sur les 2. Et c'est vrai que... et puis il y a des lectures, et puis il y a une démarche de documentation. Et pour moi, j'aime ces démarches de terrain où on sort un peu de soi. Et on va parler avec des gens, essayer d'avoir des informations. Et qu'est-ce qu'on ramasse beaucoup, c'est de la langue. Parce que dans cette démarche-là, ce qui vient surtout, c'est de l'oralité, parce que c'est souvent des échanges où on parle. Et c'est vrai que ce que je demande au roman, c'est vraiment qu'il m'initie à d'autres mondes et à d'autres langues. Parce que moi, les noms des pigments, les noms des pinceaux, les noms des couleurs, alors ça m'a émerveillée. Ça semble un peu présent dans le livre, je sais qu'il y a un peu d'abus, mais par ailleurs j'ai beaucoup coupé. Parce que moi, les noms de marbre, je trouvais ça merveilleux. Et les couleurs, hein. Et les noms des couleurs et tout ça. Et alors surtout, dans ces démarches-là,
ce qui est important pour moi, c'est que ça reste des démarches langagières et littéraires. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est... il y a la précision et le vocabulaire. C'est pas faire mamaline avec un nom un peu rare. Ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est descendre dans des échelles de langue qui seraient l'équivalent de la carte topo, en fait. Et qu'on retrouve, en fait, à un certain moment, quand on regarde une carte, sur les cartes d'état-major, on voit le nom du petit carrefour où il y a 3 prés, etc. Et là, il y a un lieu-dit, etc. Moi, c'est ça j'adore. C'est-à-dire qu'il y a tous les noms et on est très bas dans à une d'échelle de langage. Parce qu'évidemment que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au lieu de dire pierre, c'est de dire marbre, et au lieu de dire marbre, c'est de dire portor, et au lieu de dire portor, c'est portor de nanan. Et c'est descendre toujours très bas dans cette espèce d'être à très basse échelle et d'être vraiment au niveau du terrain. Et de fait, de tenter, alors je ne dis pas que c'est la mission, mais ce que j'apprécie, ce que j'aime aussi, c'est de lutter contre l'enfouissement de ces lexiques techniques qui intéressent personne ou très peu. Et aussi, quand vous les employez, on vous dit « oh là là, c'est très technique ». Mais non, mais c'est mère de doigt, cuisse de nymphémue pour dire une nom de rose. Enfin, c'est quand même dément. Pour dire un rose, cuisse de nymphémue, c'est quand même génial. Si nous, les auteurs de fiction, on n'écrit pas ça, ça disparaît. Enfin, ou alors, c'est des lexiques hyper spécialisés, etc. Moi, ce que j'aime, c'est les remettre en circulation, les réactiver dans mon livre. Ça me plaît. Il y a un truc de... Comme quand je vois les cartes où tous les noms ont disparu parce qu'on est à une échelle plus haute et puis alors on voit même parfois plus les noms de villages. Bientôt il n'y a plus que Tokyo, Moscou, machin. Et ils sont passés où? Et en fait voilà, l'enfouissement des noms, moi j'aime au contraire les faire remonter, quoi. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Monsieur. Patronyme de Karst. Pourquoi ce patronyme de Karst? Parce que je trouvais ça... alors d'abord parce que l'onomastique, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a une poésie des noms, et j'ai une conception des noms, en tout cas en tant que romancière, j'aime que les noms des personnages éclairent aussi peut-être les corps ou les caractères psychologiques d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que le nom de Karst en tant que sol, vous voyez, que forme de géologie, le karst, donc comme la colline de Lascaux, c'est un karst au sens où c'est une forme, donc c'est le terme qui décrit une géomorphologie liée à des sols très, très perméables, à des sols calcaires où l'eau s'infiltre. Et alors, ça se creuse de l'intérieur, en fait, comme il y a ce ruissellement, tout d'un coup. Et alors, il y a les grottes ornées, les rivières souterraines. Bon, je trouvais ça merveilleux qu'elle s'appelle Paula Karst, comme si son intériorité même était creusée de cavités. Je trouvais ça plus beau. Après, c'est aussi... c'est pas forcément... Moi, je mets ça dans ce nom, mais je pense que le lecteur qui lit Paula Karst, il n'a pas forcément besoin de le savoir. Après, s'il le sait, ça peut apporter quelque chose. Mais souvent, j'investis beaucoup les noms dans les livres. Dans les noms, les anthroponymes surtout, et aussi un peu les toponymes quand ils ne sont pas exacts. Parce que j'aime tisser un espèce de réseau de noms que ça crée des échos, en fait. Dans le livre précédent, il y avait tout un truc autour des oiseaux et des oiseaux de nuit, avec Arfang, avec Hall, vous voyez, c'était toujours des noms revol, revolé. L'infirmière, elle s'appelait Cordelia Hall, c'est vraiment le hibou en anglais. Arfang. Et c'est pourquoi? Parce que c'est des oiseaux de nuit, et ces opérations, elles ont lieu la nuit, parce que comme elles se passent de manière urgente et soudaine, puisqu'elles correspondent à des morts brutales, voilà, donc... les blocs sont libres la nuit, donc en fait elles ont lieu la nuit, ces opérations, et il y avait ces idées
à un moment donné, il y a cette espèce d'image qu'ont eu les transplanteurs au début, d'aller chercher les organes un peu comme des oiseaux de proie, vous voyez. Et du coup, alors, après tout, Pierre Revol, c'est un nom qu'on trouve dans l'annuaire, mais connecté à Arfan, ouais, ça dessine quelque chose, vous voyez. Et dans ce livre-là, pour moi, j'avais envie qu'elle ait vraiment ce nom géologique, un nom qui soit le nom d'une forme de sol, et d'un sol donc creusé, avec la possibilité justement qu'il y ait des grottes aussi belles que Lascaux, d'autant plus que quand elle est dans cette école, cette femme-là qui dirige l'école, qui est dans le livre nommé sous le nom de la femme ou la dame au col roulé noir, elle dit pensez à peindre avec vos glaciers intérieurs, avec vos volcans, avec votre intériorité, mais qu'elle désigne sous forme de paysage, vos villas abandonnées, vos hauts, vos très hauts plateaux. Et de fait, Paula, elle peint avec ce qu'elle a peut-être en elle, cette espèce de nom, on sent que c'est peut être très plein d'anfractuosité, etc. Et pour moi, ça marche très bien, vous voyez, les noms et la manière dont je me figure les personnes. Ouais, je fais souvent la relation, et je trouve qu'il y a il y a un imaginaire des noms. Ça, c'est chez Proust, évidemment, mais ça marche encore très bien. Ouais. Moi, j'aimerais savoir comment vous écrivez. Est-ce que c'est comme au cinéma où vous travaillez une scène et après une autre scène, ou est-ce que vous déroulez? Parce que vous nous avez donné l'idée de départ, vous nous avez expliqué très bien comment c'était venu, mais comment vous écrivez? Parce que nous, on vous suit, mais moi, en lisant votre livre, je me dis, mais par quoi elle a commencé dans l'écriture, en fait? Alors, déjà, peut-être dire que j'écris le livre toujours dans l'ordre où il se lit. D'accord. C'est-à-dire que moi, je fais le chemin du lecteur. Vous voyez, c'est pas un livre où j'écris la fin, et puis du milieu, et puis après machin, puis je prends et je fais le... Et ça, c'est un truc important, je pense. Là, il y a les quelques pages dans l'invention de Lascaux sur lesquelles j'ai beaucoup développé, parce que c'est une histoire qui est fascinante, qui fait rêver. Il y a du légendaire, les 4 garçons, le chien, le club des 5, le ballon, le chien robot, le secret pendant 3 jours, septembre 40, la débâcle, l'enfant juif qui se cachait à Montignac. Bon, c'est une histoire quand même dingue, et surtout ce qu'il trouve. Et ça, je l'avais, il y a 4-5 feuillets que j'avais écrits en 2012 en fait. Hein, voilà. Mais sinon, je suis toujours, je suis le sens du, j'écris dans le sens où c'est lu. Après, je connais souvent les fins des livres en les commençant, et ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Comme c'est des livres que je conçois un peu comme des parcours, comme des trajectoires. Je ne sais pas ce qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée, mais je sais que mais entre les deux, bon, il faut écrire le livre, mais l'arrivée, vous voyez, il faut que le pont il atteigne l'autre rive, il faut que le cœur il arrive à là, donc ça. Et après, c'est vrai que mon unité d'écriture, c'est quand même la scène. On dirait la séquence, mais je pense même c'est quand même la scène, c'est-à-dire il y a là c'est plutôt je me disais bon alors voilà, ça va être la scène de la carrière, et voilà, j'attaque en disant voilà, donc là je les prends, il y a beaucoup de visualisation, vous voyez, il faut visualiser quand même pas mal, et c'est des moments où c'est un peu difficile comme question, mais ce que je peux dire, c'est que quand même c'est des moments d'intense concentration, vous voyez, où le rapport au temps est quand même très modifié. Ce qui me frappe souvent, c'est de me dire, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé une demi-heure et il s'est passé 3 heures. Vous voyez, c'est des temps de... Ça me marque beaucoup. Et en fait, c'est des moments où il faut tout convoquer, tous les sens ensemble, l'écoute, parfois, mais surtout le bruit du texte, et puis la visualisation. Bon, après, si on est vraiment, on avance donc dans les odeurs, mais vous voyez, il y a quelque chose de complètement synesthésique où tous les sens sont là ensemble. Mais sinon, de manière assez, j'ai pas vraiment de plan à l'avance. Tout se passe dans le présent de l'écriture. J'écris
une fois le livre. C'est-à-dire, je ne fais pas de premier jet, je ne fais pas de première mouture, je ne fais pas de... pour moi, ça n'a même pas de sens. D'abord, je trouve ça tellement requérant, tellement mobilisant d'écrire. Vous voyez que 2 fois, je pense que je ne pourrais pas faire 2 fois le même. Vous voyez, mais en revanche, j'écris lentement et le texte se dépose vraiment dans la forme. C'est-à-dire que si c'est pas calé parfait pour moi au-dessus, je parle en sens bas en haut parce que je suis sur ordinateur et c'est traitement de texte, je peux pas avancer. Vous voyez, je peux pas, ça me fait des cailloux dans la chaussure, je me dis ah mais c'est pas réglé là. Donc en fait, et parfois c'est des journées où il y a un demi-feuillet, et parfois c'est des journées où il y en a 5, vous voyez. Mais c'est quand même très lent et ça avance comme ça et voilà. Et après, évidemment, il y a un travail de relecture. Moi, je lis à voix haute, souvent pour caler toute la respiration, tout le rythme, la cadence d'un texte. Et puis après, l'éditeur aussi, donc et puis les correcteurs. Donc je ne dis pas du tout, c'est écrit, et puis moi, je le relis. Parfois, je change des choses. Mais vous voyez, je le fais quand même qu'une fois. Est-ce que dans votre livre, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et vous ne le réglez pas, c'est la différence entre l'artisanat et l'artiste. Ah ouais. Il y a un moment, Jonas devient un peintre. Il n'est plus un décorateur très très doué, très très fort. Et alors là, dans la peinture, c'est un peu délicat parce que c'est toujours de la peinture. Mais quand c'est de l'ébénisterie ou c'est la même chose, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'avais pris le parti... alors, Jonas, il est un peu obsédé par cette question, il est assez ambitieux, hein, il est très flatté par la carrière qu'il a, et à un moment il lui dit, tu sais, moi ça y est, et d'ailleurs je suis un artiste, et même Kate, elle, à un moment elle dit, j'en ai marre de copier, tout ça, ça va bien, moi je suis une artiste. Paula, elle est beaucoup plus à la fois rudimentaire et bien mieux que ça. Paula, elle est un temps avant, c'est-à-dire cette histoire artisanat-artiste, qui après tout est pas si intéressante que ça. Paula, elle dit, elle veut être dans la pratique, c'est-à-dire elle, quand son père lui dit « Mais attends, tu vas reprendre des chantiers, mais je croyais que tu voulais être peintre », elle dit « Mais moi je veux peindre ». Elle est pas... et moi je la trouve là beaucoup plus intéressante. Elle n'est pas obnubilée par se dire mais est-ce que je suis artiste, est-ce que je suis artisan, l'artisan c'est la technique. Non, et d'ailleurs, et après pour moi j'essaie de montrer aussi que ces peintres qui travaillent notamment sur les facsimilés ou dans les décors de cinéma, ou même le peintre qui vient chez vous faire un dessus de cheminée en Carrare, ou en brèche violette, ou en griotte d'Italie, pour moi c'est des créateurs, vous voyez. J'ai pas de... voilà, ils inventent quelque chose. J'ai pas de... si vous voulez, je suis moi-même pas tellement intéressée par cette question, qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui est de l'artisanat. Ça m'intéresse pas trop. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est pour ça que je le règle pas, parce que je trouve qu'après, on ouvre ces manuels de philo sur l'art et que la technique, et on se dit alors, mais est-ce que ça... Non, alors ce qui est sûr, c'est que il y a la question de la... Dans ce roman-là, c'est des gens qui sont dans un état de naissance. C'est-à-dire, à la fois, c'est sorti de l'adolescence, entré dans l'âge adulte, et à la fois, c'est une naissance d'un métier, en fait. Et alors, il y a la question de la technique est très présente dans leur travail, et ils ne sont pas, vous voyez, dans un moment où l'inspiration est complètement se déploie totalement. Ils sont très attelés à la commande, à faire des choses qu'on leur demande de faire. Mais pour moi, ils sont, voilà, c'est un peu des artistes en devenir. Moi, je les vois plutôt comme ça. Et avec l'idée, en plus, que dans cette... là où ils vont... C'est-à-dire que dans mon idée, c'est très compliqué d'être un artiste si on n'est pas un artisan, par ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire que la maîtrise technique... c'est-à-dire que le plus grand génie et
plus grand génie demande quand même, ne peut pas masquer l'absence de savoir technique et de connaissance des produits, etc. Vous voyez, même si mais on bluffe pas longtemps en fait, surtout en peinture, je pense, par exemple. Donc, voilà. Ouais. Je suis très intéressée dans vos livres par justement cette connaissance intime qu'on a l'impression que vous avez de tous les univers, aussi différents soient-ils. Bon, ça vous avez un petit peu répondu. Et sinon, il y a une autre question, je me demande comment vous faites par rapport à vos personnages. Et vous avez une distance, enfin j'ai l'impression qu'il y a deux distances. À la fois, on a l'impression parfois que vous êtes un peu comme un entomologiste un peu distancé, qui observe, très, je dirais pas froid, mais enfin très objectif, un peu neutre. Et en même temps, mais parfois ça se passe dans la même phrase, et moi c'est ça qui m'intrigue beaucoup, on a l'impression que vous, enfin pas que vous êtes le personnage, mais que vous en avez une connaissance intime, et on a l'impression que vous nous le faites connaître de façon intime. Alors que dans la même phrase, vous pouvez dire à la troisième personne parler du personnage, et puis au milieu il parle lui-même. Enfin, comment vous travaillez ça au niveau d'écriture? Alors, bon, c'est un drôle de truc, ces histoires de personnages de romans. Par ailleurs, je ne suis pas si certaine, j'ai l'impression d'être un peu, de partir du début. Hein. C'est-à-dire que c'est un drôle de truc. Alors, c'est vrai qu'à la fois, je pense que j'arrive à les incarner, en fait, ce serait ça le mot, hein. Ce serait à leur donner leur chair, à leur donner leur vie, et moi, probablement, à me projeter en eux, en fait, hein, notamment quand ils sont en mouvement, et quand, par exemple, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup regardé les univers du travail, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs livres. J'écris aussi un petit livre sur un cuisinier, vous voyez, j'ai la description, la description des gestes, des mouvements, des attitudes, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour les faire exister. Alors c'est assez de l'extérieur, c'est vrai, et c'est l'idée que tout ce qui est psychologique se manifeste. Hein. C'est le parti pris d'une forme de vérité des apparences, justement, qui correspond tout à fait à ce texte. Hein. C'est que dans mes livres, les personnages, le lecteur, et moi-même d'ailleurs, les connaissent par la manière dont ils se manifestent au monde. Et c'est un peu comme nous dans la vie. J'allais dire par ailleurs qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans leur tête, au fond. On ne se connaît pas l'intériorité de chacun. Voilà, c'est un monde assez... Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est comment quelqu'un parle, comment il s'habille, comment il rentre dans une pièce, comment il va prendre sa tasse de café. Et il y a une lecture des apparences qui permet aussi parfois dans les réactions, par exemple, de faire saillir des moments psychologiques. Quelqu'un qui claque une porte, quelqu'un qui rougit, la manière de ce qu'il dit, des vitesses qui changent. Et c'est vrai que pour moi, c'est une façon de les incarner, parce que c'est de me placer complètement dans les corps et dans les vitesses du corps et dans la description. Après, là où j'ai plus de difficultés, je l'ai fait un peu dans Réparer les vivants, parce que je sentais notamment que dans le personnage de la mère, parce qu'il y a un personnage de mère donc, dont l'enfant meurt au début du livre, et c'est un personnage, ce qu'elle manifestait me suffisait pas. Vous voyez, je voyais bien que j'étais un peu à court de solutions narratives et donc je rentrais un peu dans la psyché, mais sinon j'ai une écriture qui se méfie un peu, pas de la psychologie, mais d'une écriture psychologisante, c'est-à-dire où il y a sans arrêt de l'explication sur ce que les gens ont dans la tête, avec un sous-titre en permanent, et à ce moment-là ils pensent ça. Et en fait je préfère donner à lire des comportements, des mouvements, des mots, des attitudes, des lumières, et en fait la psychologie des personnages, elle va et du coup moi ils me sont proches aussi comme ça. J'ai plus de mal. Après c'est pas c'est une ambition, je le précise, hein. C'est-à-dire que pour le coup j'aimerais écrire un jour
un roman psychologique où on soit vraiment dans les intériorités, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Hein. Je trouve ça passionnant, la psychologie. Mais moi, je pense qu'il y a deux écueils. Il y a la banalité, hein, parfois, et l'écriture qui explique beaucoup au lieu de montrer, de faire voir. Vous voyez, je trouve que c'est encore plus surprenant parce que justement, comme c'est pas psychologisant, on s'y attend pas. Il y a des moments, ça surgit, on a l'impression que la vérité nous saisit exemple, comme ça. La vérité du personnage. Il y a un moment, j'ai écrit que Paula, en fait, j'ai remarqué, dans les moments où elle prend des décisions, la première fois, elle s'assied sur une chaise, elle annonce « je vais aller à Bruxelles », elle croque un quignon de pain. Pour moi, elle est dans ce geste d'affirmer sa singularité à ce moment-là face à ses parents qui sont un peu flottants, qui savent pas trop comment. Et puis, c'est tout le temps comme ça. Quand elle, pareil, quand elle dit qu'elle va pas continuer qu'elle va pas retourner reprendre des études, mais qu'elle va continuer les chantiers. Et en fait, on comprend que c'est une fille brusque, et à un moment plus tard, elle prenait ses décisions de manière brusque, comme des glissements de terrain. En fait, ça dit beaucoup de choses de quelqu'un, ça. Et après, dans le livre, il y a tout un moment où je parle de ce que c'est que pour moi l'intimité et en fait l'intériorité. C'est la manière dont Paula et Jonas vont apprendre à vivre ensemble. Et en fait, c'est vrai qu'ils ne se racontent pas, et moi mon père, et toi ta mère, est-ce que t'étais là, etc. On n'est pas dans ces confidences qui sont... Il y a souvent un peu de mousse, ça peut mollir assez vite, ou alors on se retrouve face à des choses qu'on a du mal à ressaisir. En fait, eux, ils se connaissent. Pourquoi ? Parce que ils partagent les mêmes lieux, parce qu'il y a un peu de brosse à dents, du lavabo, des portes qui claquent, du désordre, et puis il y a une espèce d'intimité qui est liée au fait qu'ils travaillent ensemble, dans la même pièce. Et ça, pour moi, c'est très fort. Et en fait, et je trouve ça très psychologique. Vous voyez qu'à ce moment-là, je décris tout ce qu'ils font tous les deux. Et d'ailleurs, on connaît bien mieux quelqu'un si on sait qu'il se lave les mains 10 fois par jour, qu'il dort la fenêtre ouverte et qu'il écoute du rap. Ça dit beaucoup plus de choses que 10 feuillets. Alors après, ça dit beaucoup plus de choses sur le plan du corps et des tempéraments, etc. Mais après, sur vraiment ce qui est psychologique, bon, parfois, c'est vrai que ça demande un peu de retrouver cette échelle un peu micro que moi j'ai du mal à atteindre d'ailleurs, hein, qui est un truc un peu... Mais parfois je l'ai, et ça doit faire cet effet-là au lecteur. Parfois je l'ai, puis parfois je le perds. Ouais, je le sens comme ça aussi. Une dernière question. Alors, mademoiselle, et puis madame. Super. Parfois, certaines personnes disent que le métier d'écrivain est parfois un peu solitaire. Est-ce que c'est vrai ? C'est une belle question. Alors, c'est vrai que c'est un métier. Quand on écrit, on est seul pour le faire. Au moment où on l'écrit, on est seul pour le faire. C'est compliqué d'écrire en étant tout le temps dans une autre vie. C'est-à-dire, ça demande qu'il y ait qu'on se retire un petit peu et qu'on se concentre beaucoup. Il y a des gens qui écrivent dans les cafés, par exemple, mais ils arrivent quand même à se mettre dans un mode solitaire, c'est-à-dire on se concentre. Mais en revanche, moi, par exemple, je vois bien que quand j'écris, et même j'aspire à cette solitude. Parfois, je me dis, mais est-ce que j'écris pas pour avoir ces moments seuls où je suis avec... C'est des moments quand même de joie, où on pense à ces trucs. Mais ce que j'aime aussi, comme j'aime aussi faire ces enquêtes pour savoir, par exemple, comment on peint des trompe-l'œil, comment on transplante des cœurs, comment on construit des ponts, je rencontre des gens. Et j'aime... Donc en fait, il y a deux temps. Il y a un temps qui est un temps de rencontre, où on n'est pas seul, où pour écrire, il faut qu'il y ait l'autre. Et puis après, il y a un moment, voilà, on se rassemble et on écrit. Puis après, il y a un autre moment, qui est le dernier temps du livre, qui est le moment où le livre il est publié. Et là, on retrouve du collectif, parce qu'il
voilà, il y a des éditeurs, il y a des correcteurs, etc. Puis après, il y a les lecteurs. Enfin, le livre, il a une vie plus collective. Mais le temps de l'écriture lui-même, c'est un temps, pour moi, qui est solitaire. Voilà. Je voulais savoir, quel retour avez-vous eu des personnes que vous avez rencontrées, artistes, scientifiques, etc. Est-ce qu'ils ont lu votre livre et Alors, j'ai eu des retours des gens qui avaient, par exemple, été élèves dans cette école qui existe. La directrice de l'école, qui n'est pas le modèle de la dame au col. Non, mais en revanche, il se trouve que cette école, elle est dirigée par une femme et voilà, il y aurait pu. Mais alors là, et puis beaucoup d'élèves qui m'ont écrit en disant mais est-ce que vous avez fait cette école? Mais ça nous donne envie d'y retourner, etc. L'école est assez extraordinaire. Et qui était très inquiet aussi d'une chose, c'est que je dise qu'ils étaient des copistes. Ils me disent ne dites pas ça parce que eux, ils sont des créateurs. Ils se vivent comme des créateurs. Et moi, j'essayais quand même de dire que dans mon... Évidemment que je parle de la copie dans le livre. À un moment, le père de Paula lui dit mais la copie, c'est la science des ânes. Pourquoi tu vas apprendre à copier alors qu'il y a l'art, en fait. Et elle dit non, moi je vais faire ça. Et je pense qu'il y a eu des moments comme ça qui les ont tendus. Ils m'ont dit mais voilà, donc j'ai reçu des mots avec un sentiment assez fort sur le livre. Ils étaient heureux. En plus, c'est que j'écrive sur leur métier. Mais avec cette attention, vous voyez, on n'est pas des copistes. Surtout que copiste, c'est aussi un terme qui est employé beaucoup pour les moines copistes, voilà, mais qui par ailleurs sont également traversés. Le moine, il est traversé par l'œuvre qu'il copie. Voilà. Et puis j'ai reçu... Oui, j'ai envoyé mon livre à des gens qui m'ont accueilli à Montignac. Et ça, j'attends là... Ouais, j'attends encore des retours, mais là, ça s'est bien passé. Après, pour les scientifiques, par exemple, vraiment les préhistoriens, il y a l'idée de la fiction qui est quand même quelque chose, on rentre dans un autre monde pour des gens qui sont... alors, il y a évidemment les fameux problèmes de datation, vous savez, avec Lascaux, donc c'est 18, ça peut descendre à 16, et puis 20, ça monte à 22, parfois à 24. Le poisson, dans l'abri du poisson, on est sur 20, mais parfois c'est 22, et pourquoi pas 26. Bon. Et donc là, j'ai souvent, alors là, etc. Et puis j'ai des lettres de personnes qui sont des écrivains fanats de préhistoire, vous voyez. Alors voilà, il y a beaucoup de joie pour ce livre, de lire ce livre, ça me fait plaisir. Et puis il y a aussi des petites choses, oui, attention. Mais ça, c'est les bonnes lectures, parce qu'en fait, dans le livre, à un moment, je parle de la mère qui est en robe rouge à pois blancs, et je dis elle ressemble à une grosse amanite phalloïde. Alors j'ai la lettre d'un pas du tout, ce n'est pas une amanite phalloïde, et c'est vrai. Et je pense que j'ai été phalloïde, ça me fait tellement peur que j'ai dû mettre ça, mais en fait c'est une amanite, tu vois. Alors ça c'est, vous voyez, mais ouais, une histoire comme ça. Bon après mais ça va, enfin c'est pas... Dans un livre, vous avez des 3 filles qui font de l'aviron. Ouais. Il n'existe pas de bateau à 3. Je sais. Mais là, elles étaient 3 parce que je voulais que... Là, pour le coup, il y a des coups de force. Vous auriez dû mettre une barreuse. Ouais. Mais je voulais vraiment, comme c'est la barque, elles sont toutes les 3 dedans, parce que c'est dans le même bateau, que parfois il y a des espèces de coups de force de la fiction dans Réparer les vivants. Il y en a un qui est assez mouse, c'est que l'infirmière, par exemple, elle est formée au bloc et c'est son premier jour aux urgences.
Et à la fin, elle se retrouve au bloc, à la fin de la journée, parce qu'il y a un problème de personnel. Bon, dans un hôpital, les gens sont plus, on les prend pas, bloc, il y en a, ça n'existe pas. Et j'ai dit non, mais moi je veux que ce soit la même figure. Donc après, ce qui est important, c'est de le savoir. Ou qu'on vous le dise, que ça puisse éventuellement être corrigé. Alors, ouais. La dernière, on vous écoute. Ouais. Alors moi j'ai adoré trois de vos livres, enfin les trois plus connus. Je trouve que ce sont des livres sur les vocations, justement, sur le métier qui est vraiment exploré de fond en comble. Et je voulais savoir, vous, votre vocation d'écrivain, comment elle est arrivée et comment vous avez Alors c'est une question très mystérieuse, y compris pour moi en fait. Parce que moi j'ai une formation assez lambda, j'ai fait des études de sciences humaines, avec des classes prépa, donc quand même une formation un peu littéraire, et puis après plutôt des sciences humaines, philo, histoire, et puis un peu d'ethno. Mais en fait, j'étais pas... Vous voyez, enfin, il n'y a rien à relever dans mes études, vous voyez, donc j'avais pas de formation. Mais en revanche, après j'ai travaillé, j'étais éditrice de guides de voyage, par exemple, et j'ai commencé à manipuler beaucoup de textes que je commandais, que je réécrivais, etc. Donc j'avais quand même un lien très quotidien avec l'écriture documentaire, pas la fiction. Puis après, j'ai été, moi, éditrice de documentaires pour la jeunesse. Et là, c'est un peu les arbres de nos forêts, les mammifères marins, la vie des dinosaures et tout. C'est pas de la fiction, mais... alors, donc il y avait d'un côté ça, je parle en termes de formation, et je pense que j'ai un peu réfléchi... Enfin, je me dis comment à un moment donné on passe à l'acte. Moi j'ai écrit assez tard, j'ai écrit vers 30 ans. C'était, vous voyez, c'était un moment où j'étais un peu en termes de rupture de vie, c'est-à-dire voilà, et puis je m'étais retrouvée aux États-Unis avec mon mari, mon petit garçon, et puis voilà, il y avait un automne, et je me suis dit je vais écrire un roman. Au départ, je pensais qu'il pourrait ressaisir cette vie d'éditrice de guide de voyage qui est assez étonnant, enfin que j'adorais. Et tout de suite, quand j'ai les premiers jours où j'ai fait ça, tout de suite, j'ai mis en place quelque chose qui est encore ce que je fais aujourd'hui, en termes de pratique, de mise au travail, de durée de travail. C'est fou, quoi. C'est comme quelque chose qui... J'ai pas patiné, quoi. Le premier jour, tac, et ça c'est fou. Après, je pense aussi que il y a autre chose que la formation, voilà, d'avoir lu, etc. Mais je pense que dans la famille de mon père, c'est une famille où il y avait beaucoup d'histoires. D'histoires qu'on racontait, des histoires qu'on se disait... C'est une famille où il y a du légendaire. Alors les histoires on raconte des trucs, et puis on les reprend, Et moi, j'étais très, très... un truc aussi... qui se perd un peu, vous voyez qu'on dit, alors c'est pas le soir à la veillée, etc., le truc bien cliché, mais quand même, il y avait ces moments où on se réunissait et dans la conversation, les gens faisaient des récits. Et ça, aujourd'hui, je me dis que c'est ça, en fait, que tout vient de ces moments où moi, j'entendais des récits, et des récits qui me fascinaient et qui m'émeuvaient aussi beaucoup, parce que dans l'idée d'écrire, il y a quand même la question de l'émotion. C'est qu'en fait, moi, quand je lis, je suis... j'aime... Il y a évidemment la langue, la connaissance et tout, mais la question de l'émotion, c'est quand même une grâce. Hein. C'est quand même le privilège de la fiction, c'est quand même l'émotion. Et voilà. Et pour le coup, je pense que ces histoires-là, qui étaient vous voyez, des histoires qu'il y a dans toutes les... Et là, du côté de mon père, c'était très intense. C'était des gens, voilà... Et moi, je pense que j'adorais ça. Et aujourd'hui, je me dis ça a joué un rôle vachement fort, notamment dans ce dernier livre, l'histoire des tortues, de Lascaux, de machin. Tout ça, c'est des histoires sûrement d'ailleurs assez mezzo en termes de véracité, mais qui, pour moi, m'ont énormément marqué. Ces récits-là. Et puis les lectures aussi. Merci, merci beaucoup. Please don't do this to me. I love him.